Boa tarde, bem-vindos a esta quinta e última sessão deste breve ciclo sobre Gerard Courant. Lembro que o próprio Gerard Courant escolheu os filmes, já que era uma obra enorme e era difícil concentrar tudo em 5 sessões, então preferimos que ele próprio concentrasse. Agradeço a opinião do Gerard e queria assinar, já terão visto os que viram a Folha, no programa mensal, há um lapso enorme. O último filme, Bébé e Marilyn, não junta, não aproxima River of No Return e Les lieux créés à la femme, e sim River of No Return e O Mépris, do Luc Godard. Lá vão eu no programa, não no filme, é claro. E antes de passar a palavra ao Gerard Courant, queria perguntar se querem que traduza, que ele vai em francês. Não é preciso? Não. Gerard, merci beaucoup d'être là, d'être venu, d'avoir fait le cinématon à Lisbonne et d'autres films. Et je te passe la parole. Je suis très honoré d'être présent parmi vous et d'être invité à la Cinémathèque de Lisbonne. Donc c'est la dernière séance du cycle. Alors vous allez voir d'abord 2 cinématons, puis le long métrage. Alors donc le premier cinématon est celui d'un critique de cinéma talentueux et un programmateur aussi de film qui s'appelle Rui Nogueira, qui est portugais et qui a fait une partie de sa carrière en France puis en Suisse. En quelques mots, je vais vous préciser ce qu'est le cinématon pour ceux qui ne savent pas encore. C'est une anthologie cinématographique que j'ai commencée au début de l'année 1978. La particularité de cette anthologie, c'est que tous les portraits filmés qui en font partie sont tous réalisés exactement selon les mêmes règles. Alors, à savoir, c'est un gros plan fixe, muet, filmé pendant 3 minutes et demie en plan séquence, et chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Donc vous allez voir, par exemple, Rui Nogueira, donc il a décidé d'avoir une action bien précise, c'est lui qui l'a décidé. Chaque personne qui est filmée est totalement libre de faire ce qu'elle veut. Ensuite, vous allez voir un autre cinématon, qui est un cinématon surprise, donc je ne peux pas vous en parler puisque c'est un cinématon surprise, mais je pense qu'il y a quelques personnes qui vont réagir, j'imagine. Je vois 2 qui vont peut-être réagir. Voilà. Alors, en ce qui concerne le film qui s'appelle Bébé plus Marilyn égale Godard plus Preminger, c'est un peu un film fantôme. C'est-à-dire que donc c'est le mélange de 2 longs métrages, de 2 classiques du cinéma, Le Mépris avec Brigitte Bardot et donc Rivière sans retour, enfin, j'utilise les titres français, de Preminger avec Marilyn Monroe. Les 2 films sont mélangés, c'est-à-dire que l'image et le son sont complètement mélangés. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que les 2 films étaient exactement dans le même format. Les 2 films sont en cinémascope et ils font la même durée. Si les 2 films n'avaient pas été dans le même format et s'ils n'avaient pas eu la même durée, ce travail eût été impossible. Donc j'ai eu de la chance avec moi. Alors, je dis que c'est un film fantôme parce que si j'ai l'autorisation d'utiliser Le Mépris pour le film de Preminger, c'est très compliqué d'avoir des autorisations avec les majors américaines. Donc je dirais que c'est un peu un film sauvage. D'ailleurs, ce film, vous ne pouvez même pas le trouver sur YouTube. S'il est mis sur YouTube, automatiquement il est retiré. Vous savez, les majors américaines donnent des codes de leurs films, et si vous mettez même quelquefois une seule séquence, le film est rejeté. Donc là, c'est vraiment très inédit. Le film n'a jamais encore été montré en public, donc c'est vraiment une vraie première. Et donc, pourquoi j'ai voulu mélanger ces 2 films? Alors déjà, ce sont 2 grands cinéastes, 2 cinéastes que j'apprécie beaucoup, et puis aussi ça mélange deux actrices qui sont 2 grandes actrices, les 2 grands sex symboles du cinéma des années 50. Alors il y avait d'autres sex symboles dans le cinéma, je sais pas, Sophia Loren, Gina Lolo Brigida, enfin, bon, il y en a quelques autres, mais là j'ai fait le choix de prendre peut-être les 2 plus emblématiques de ce cinéma-là.
Alors, la particularité de Brigitte Bardot et Marilyn Monroe, c'est qu'elles n'ont jamais tourné ensemble, bien sûr. Malheureusement, ça aurait pu peut-être être un film très intéressant. Et là, c'est la première fois donc qu'elles se retrouvent dans une sorte de face-à-face dans un film. Et ça donne, cette surimpression donne des résultats quelquefois assez surprenants. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues qui prennent une autre dimension, une autre signification. C'est-à-dire que quand Brigitte Bardot, par exemple, s'adresse à Michel Picconi et qu'à ce moment-là, il y a Robert Mitchum qui regarde, par exemple, Marilyn Monroe, donc il y a toutes sortes de jeux comme ça, de regards, de significations qui prennent un autre sens. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut rajouter d'autres choses. Alors, ce qu'il faut savoir peut-être préciser, c'est que on fait un autre travail équivalent avec Et Dieu créa la femme et Rivière sans retour. J'ai mélangé ces deux films. Alors, pareil, ils sont tous les deux en cinémascope, ils font tous les deux la même durée. Donc ça donne un résultat encore très différent, parce que le film de Roger Vadim est peut-être plus narratif, peut-être moins abstrait que le film de Godard, donc ça donne un résultat encore très différent. Peut-être qu'on le verra, peut-être, je ne sais pas, pour le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe. Et puis aussi, alors j'ai fait un mélange des deux films de Brigitte Bardot, c'est-à-dire Le Mépris et Dieu crée la femme, qui s'appelle... le titre, je crois que ça s'appelle Bébé plus Bébé égale Godard plus Vadim. Et voilà. Donc, je vais vraiment remercier très fort la Cinémathèque de Lisbonne donc de m'avoir proposé de présenter ces quelques films, parce que ce qu'il faudrait préciser, c'est que je suis un cinéaste qui travaille depuis... j'ai l'impression de faire des films depuis toujours. J'ai fait beaucoup de films, et donc j'ai un petit public, j'ai un tout petit public depuis toujours, mais qui est fidèle, et ce petit public, je l'ai un peu dans tous les pays. J'ai donc ce petit public qui s'ajoute à des petits publics arrive à faire, disons, un public. Et donc, par exemple, il y a un certain nombre de pays qui s'intéressent beaucoup plus à mes films que, par exemple, en France. Bon, en France, évidemment, on me connaît parce que je suis français, mais il y a, par exemple, dans certains pays d'Asie ou d'Afrique où il n'y a plus de cinéma, les seules possibilités pour voir du cinéma, en général, c'est soit le DVD ou le Blu-ray, ou soit Internet. Et comme j'ai beaucoup de films qui sont sur Internet, je dois en avoir peut-être 4600, il y a tous les cinématons notamment, et puis beaucoup d'autres films. Et donc je sais que j'ai un public qui vient de tous les pays, et j'ai donc même un public qui vient de pays auxquels on ne songerait pas, des pays où il n'y a aucune salle de cinéma, bon, pour des raisons économiques, certains pays africains, bon, il n'y a plus aucune salle de cinéma, ou pour des raisons religieuses, par exemple en Arabie Saoudite, les cinémas sont interdits, pourtant il y a beaucoup de cinéphiles. J'en ai rencontré et même filmé. Et là-bas, j'ai un public très passionné. Et on écrit sur des films. Il y a même eu une polémique il n'y a pas très longtemps autour d'un long métrage qui s'appelle Aditya, qui est un long métrage de 1980 qui avait été présenté au Festival de Cannes, Berlin et Locarno. Et donc il y a eu un livre qui avait été édité à Dubaï, ça c'est à l'occasion d'une rétrospective de mes films, et il y avait un critique de cinéma en Arabie Saoudite qui avait repris des parties entières du bouquin sans dire quoi que ce soit, en faisant croire que c'est lui qui avait écrit ce texte. Et donc il y a eu toute une engueulade entre les critiques d'Arabie Saoudite, de Dubaï, sur mon dos. Et c'était très amusant parce que ils n'ont pas du tout la même notion, enfin, pour les questions de droit d'auteur, ils n'ont pas du tout les mêmes notions qu'en Occident. Hein. Pour eux, tout appartient à tout le monde, même les écrits. Donc ça, voilà. Donc je vous souhaite donc une excellente projection. Je suis à votre disposition après la séance si vous voulez donc échanger quelques mots donc pour parler du film. Alors il y a
au niveau technique, on avait remarqué qu'il y a quelques petits décrochages qui sont dus au transfert, enfin, on a transcodé les films, donc c'est bon, les films, normalement ils sont parfaits, mais là il y a un petit problème de décrochage d'image, donc bon, je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas surpris. Voilà. Mais très léger, oui. Oui, oui, enfin bon, au cas où, voilà. Donc je vous souhaite une excellente projection, et donc à tout à l'heure, et vive Brigitte Bardot, et vive Marilyn Monroe. Se preferirem fazer os comentários ou perguntas em português, façam, senão, ici, pour poser des questions en portugais, vas-y, commence. Alors, moi, ça m'intéresserait de savoir, d'avoir vos réactions, parce que c'est une expérience un peu, enfin, à ma connaissance unique, de mélanger deux films qui sont très différents. Le film de Godard, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, à l'époque, dans les années 60, le cinéma moderne, et le film de Preminger, qui est de 1954, une certaine forme de cinéma classique, et donc à tous les niveaux, hein, par exemple, le traitement du son, par exemple, chez Godard, c'est complètement métallique. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on compare, quand les deux sons se mélangent avec le film de Preminger, c'est deux conceptions complètement différentes du travail sonore. Et au niveau de l'image aussi, c'est-à-dire que Preminger, par exemple, on dirait qu'il a presque peur du gros plan. C'est-à-dire que le gros plan, il a Marilyn Monroe, mais c'est un cinéma qui se méfie beaucoup du gros plan, en fait. Alors que Godard, lui, il ne décide pas, il alterne sans arrêt des gros plans, des plans généraux. Ce sont deux manières complètement différentes et presque opposées de faire du cinéma. Mais voilà, moi, ça m'intéresserait d'avoir vos réactions, quoi. Comment, à votre avis, comment ça fonctionne? J'ai l'impression que tu établis quand même une sorte de parallèle entre sur les deux films. Quand ils sont dans l'appartement, l'antenne de l'appartement du mépris, ils sont dans les rapides, etc. Donc tu établis une sorte de... Enfin, les scènes qui sont superposées ne sont pas par hasard, évidemment, c'est que tu as choisi, mais l'histoire était un peu une analogie entre les deux. N'importe comment, c'est le hasard, c'est le hasard, puisque les films sont pris en entier. Oui. Donc il n'y a pas de montage, c'est-à-dire que chaque film est dans sa continuité, il n'y a pas de triche possible. D'ailleurs, si on connaît les films, on voit bien qu'ils sont exactement à la continuité. Donc il y a des moments où ils se marient de magnifique façon, d'autres moments, il y a un film qui prend le dessus sur l'autre, et c'est une sorte de combat perpétuel pendant, je crois, c'est 1h40 ou 1h45. C'est une sorte, je ne sais pas, de match de boxe, enfin, ou de tennis, sans arrêt. On dirait qu'il y a deux adversaires qui se battent, quoi. Et donc je ne sais pas s'il y en a un qui prend le dessus à la fin, mais je pense que le mépris prend quand même le dessus à la fin, et je pense aussi que dans cette copie, que le son du mépris est plus important, plus audible que dans quelque chose de l'autre. C'est-à-dire que... Le dernier plan, c'est quand même le dernier plan du mépris, enfin dans ma tête, en tout cas, ce que je retiens, c'est le dernier plan du mépris. Oui, oui. C'est un son très, très métallique, hein, Godard. Il a toujours aimé faire un son coup de poing. Alors que, par exemple, dans le film de Preminger, c'est vraiment... ça coule, quoi. Enfin, comme le torrent, quoi. C'est presque sucré, le son.
alors que Godard, c'est très acide. Oui, Preminger avait moins le choix aussi, je pense. Godard était en Europe, il avait plus de liberté de faire le son qu'il voulait. C'était plus. Hollywood, c'était beaucoup plus. On est tout à fait d'accord, parce que le film de Preminger, en 1954, c'est la 20th Century Fox. Il y a un cahier des charges précis, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est obligé de se plier à certaines normes, à certaines règles, alors que Godard, lui, son film, justement, c'est de casser toutes les règles. C'est-à-dire que même si la production, là, Le Mépris, c'est un film avec une production franco-italienne, mais avec un distributeur américain qui a mis beaucoup d'argent dans le film, donc il y a une certaine influence aussi dans la production. Et bien, malgré ça, Godard, il arrive complètement à faire presque le contraire de ce qu'on lui demande. C'est-à-dire c'est presque un jeu pour lui de faire ça. Alors dans Preminger, en plus de Mépris, c'est l'histoire d'un type un peu que se vend à Hollywood. Enfin, dans Piccoli, il accepte d'être payé pour transformer Homer en Hollywood. Oui. Sans compter qu'il attend que sa femme couche avec les producteurs pour accepter d'avoir le contrat. D'où le titre de Mépris du roman. Non ? Oui, mais c'est une très bonne analyse. Et voilà, mais silence. Silenzio. À un moment donné, vous entendez. Oui, à la fin, c'est vrai. Silenzio. C'est très joli la juxtaposition de Merlin et la statue lunaire. Ah oui. Très, très joli. Ah, c'est vrai, absolument. C'est le classiquement plus ancien. Alors là, il y a une chose aussi qu'on remarque encore, enfin, plus que quand on voit Le Mépris, c'est l'importance de la musique. Et là, vraiment, il la rajoute, c'est vraiment à la louche, quoi. Vraiment, c'est beaucoup, quoi. Dans les autres films de Godard, il n'y a pas autant de musique. Le film est très belle et qui est un peu au lieu bien, envahissant. C'est symphonique, il est magnifique, mais bon, c'est. Bon, et puis c'est toujours le même thème. Oui, d'ailleurs, on entend cette salle tous les jours, donc nous sommes une salle godardienne. Complètement. Et c'est un peu une exception dans les films de Godard d'avoir autant de temps de musique dans un film. Là, c'est vraiment criant, quoi. Quand on le compare au film de, enfin, quand on le met à côté du film de Preminger, on voit que c'est une sorte de vague, quoi, qui revient sans cesse, quoi. Et aussi, bon, ça c'est un peu de voir le film, mais Le Mépris est un film un peu quand même atypique pour Brigitte Bardot, et l'autre au contraire très typique de Merlin. Oui. Bon. Et d'ailleurs, dans ce film, Godard, il a osé quand même changer le look de Bardot, les coiffures, la facette choucroute et là, sans compter pendant une demi-heure, il a une perruque noire. Enfin, donc il prend la femme la plus célèbre au monde et il la transforme en femme. Il peut le faire, alors que je ne pense pas que Preminger puisse faire ça avec Marilyn, quoi. Voilà, donc et d'ailleurs, donc l'autre film que j'ai fait où j'ai mélangé Et Dieu créa la femme et le film de Preminger, le résultat est très différent parce que le film de Roger Vadim est beaucoup plus narratif et c'est une écriture beaucoup plus classique. Et donc le mélange, si vous voulez, se fait beaucoup mieux avec le film de Preminger. Alors que là, il y a toujours une opposition. C'est-à-dire qu'elle est perpétuelle, l'opposition entre Godard et Preminger. Alors il y a une chose qui est amusante, c'est que quelques années après, Preminger a fait un film qui s'appelle en français Autopsie d'un meurtre, Anatomie of Murder. Et donc c'est un film qui est très... Alors celui-là, c'est un film qui est très... Oui, alors ce film-là, cet autre film de Preminger, c'est un film qui est très influencé par la Nouvelle Vague, en fait.
c'est un film qui travaille le plan séquence. C'est très différent des films de Preminger, des autres films de Preminger. C'est-à-dire la nouvelle vague, elle a eu de l'influence de partout dans le monde entier, et même chez les, entre guillemets, des cinéastes classiques, même si Preminger le mettre dans les classiques, c'est peut-être une hérésie, parce que c'est un cinéaste déjà européen, enfin viennois, bon, c'est-à-dire que Preminger, c'est un peu la fin du cinéma classique américain. Les années 50, oui, en général, sur la fin du cinéma classique. Alors, je ne sais pas si Godard a vu le film. Je lui ai envoyé le DVD. Donc, il n'aurait jamais répondu, même si j'avais aimé, surtout si j'avais aimé. Oui, bien sûr. Mais surtout que par rapport au mépris, c'est très spécial. Alors, déjà, donc, le mépris, c'est écrit par Alberto Moravia, qui est un des plus grands écrivains européens, et dont la plupart des livres ont été adaptés au cinéma, et qui est un cinéaste qui a eu énormément de chance, parce qu'on a fait plusieurs chefs-d'œuvre, comme Le Conformiste avec Bertolucci. Il y avait aussi La Romane avec Luigi Zampa, puis aussi, il y avait aussi La Provinciale je me souviens plus, avec Gina Lollobrigida. Bon, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Alors là, pour le mépris, alors, Godard est très provocateur, parce que lui, il dit, oui, c'est un bouquin, je ne l'ai même pas lu. Et en fait, bon, je pense qu'il l'a lu quand même, mais c'est une façon de provoquer les choses. Mais ce qui est très amusant, c'est que quand Moravia a vu le film, il a adoré le film. Il a dit, ça n'a rien à voir avec mon roman, mais c'est un très beau film. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de panache, parce qu'il y a tellement d'écrivains, quand ils voient les films qui sont adaptés de leurs œuvres, qui sont furieux, alors que souvent ce sont d'excellents films. Et donc là, j'avoue que j'apprécie le geste de Moravia. Il y a un détail assez drôle dans le roman, il dit que le réalisateur, c'est vraiment pas un Fritz Lang. Alors là, c'est Fritz Lang en personne qui fait le rôle du réalisateur. Par contre, je sais que Fritz Lang n'a pas beaucoup aimé le film. Non, il n'a pas aimé, surtout, il n'a pas compris, il a dit l'accident, il n'est pas montré l'accident. Il y a un film très connu, Godard et Fritz Lang dialogue. Oui. Et Lang trouve très bizarre que l'accident Bardot meurt, qu'il y ait une ellipse. Logiquement, pour lui, il faudrait montrer l'accident. Et ça, ce sont deux écoles du cinéma qui sont complètement sur deux planètes différentes. Alors pourquoi donc Fritz Lang est dans le film? Parce que bon, il connaissait Godard, il savait qui c'était. Moi je sais la vraie raison, mais peut-être que tu sais. Non, tout ce que je sais, c'est que Godard voulait Fritz Lang, et il a fait appel à la femme du directeur de la Cinémathèque française, Mary Merson, qui elle a appelé Fritz Lang en allemand, et elle a convaincu Fritz Lang de jouer pour Godard. Mais Godard, il dit que c'était Godard, et elle a juste servi de l'ambassadeur, enfin. Alors, il aurait pu ne pas accepter. Mais bon, il a accepté. C'est difficile de refuser ce que cette femme vous appelait une heure du matin. Bien sûr. Mais je sais que Fritz Lang avait donc beaucoup besoin d'argent à l'époque. Bon, on n'imagine pas, mais Fritz Lang était dans les cinéastes américains un des cinéastes qui avait le moins bien réussi au niveau commercial. Donc, par exemple, Billy Wilder, qui était un ami à lui, c'est un triomphe commercial aux États-Unis. Enfin, il a fait une immense carrière, il a tourné aussi avec Marilyn Monroe, et donc Billy Wilder, ses films ont toujours marché. Et donc, c'était des films presque B. Et les films de Fritz Lang ne marchaient pas très bien, et il n'avait pas énormément d'argent, et donc là, il a accepté pour ce film, parce qu'il a demandé une très grosse somme, et on lui a donné cette somme. À sa surprise, parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait être aussi bien payé pour faire l'acteur. Et bon, peut-être que s'il avait été mal payé, il aurait quand même accepté. Hein. Ça, je ne sais pas, mais je sais que j'ai un ami qui le connaissait bien, un historien d'origine viennoise, qui s'appelle Alfred Ebel, qui est allé chez Fritz Lang, qui a habité chez lui, et donc il avait longuement discuté, et il s'était vraiment aperçu que Fritz Lang était un cinéaste, un des moins fortunés, parce que tous les autres cinéastes qui habitaient à Hollywood, ils avaient des maisons extraordinaires avec des piscines, alors que Fritz Lang, il avait une maison qui était plus modeste. Voilà, il y avait Alfred Ebel avait quand même remarqué qu'il y avait une grosse différence, et d'ailleurs, Fritz Lang lui avait dit que ces films ne rapportaient pas énormément d'argent. Voilà.
Mais l'histoire de Serge Janet, le célèbre critique, raconte quand il a rencontré George Cukor, chez George Cukor, il a dit qu'il aimait Fritz Lang, il a dit Fritz Lang, il dit « Venez, venez, ici un Français qui aime Fritz Lang ». En riant, hein. Ouais. Il faut être français pour aimer Fritz Lang. Oui. Et quel était, le film était montré, là, je ne sais plus exactement, tu as pu le montrer dans des festivals, dans le Bébé Merlin. Non, c'est la première fois qu'il est montré. Ok, c'est vrai, c'est la première mondiale du film. Oui, parce que même on ne peut pas le montrer sur Internet, parce que je n'ai pas les droits de la Fox. Même si j'avais beaucoup d'argent, ils refusent de vendre. Enfin, ils demandent n'importe comment. S'ils acceptaient, ce serait des sommes tellement considérables. Ils n'auraient pas accepté. Donc c'est un film complètement fantôme, pirate, je ne sais pas comment on peut dire. Donc il peut être montré que dans des lieux comme ici, des cinémathèques, des festivals de cinéma. Et voilà, c'est un peu. Je pense que c'est un film qui correspond un peu à ce public-là. Et bon, là, Godard, lui, je lui avais, il y a très très longtemps, demandé si je pouvais utiliser ses films. Il m'avait dit tout ce que tu veux, c'est gratuit. Mais Godard, c'est quelqu'un qui est de ce côté-là très généreux, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Entre parenthèses, le mépris, il n'a même pas les droits, peut-être. Je ne suis même pas sûr qu'il ait les droits d'ailleurs. J'avoue que je ne sais plus. Parce que je crois qu'il n'a peut-être même pas les droits. Enfin, il a racheté les droits de certains films, mais je ne pense pas. Le mépris, je ne suis pas sûr. Et est-ce que tu penses qu'il y a un autre endroit, après ici, après Lisbonne, un autre. Quand il y a des opportunités. Oui, quand il y a des opportunités, donc. Il faut être un peu discret aussi, c'est ça. Oui. Ça, la cinémathèque française, c'est impossible. Peut-être que la cinémathèque française. Mais ils ont peut-être peur que la Fox. Alors, comme j'ai fait beaucoup de films, donc il y a un roulement, c'est-à-dire. Il y a des films que je peux montrer plus dans certains lieux, dans certains pays. Par exemple, ici, on a fait le choix de certains films et pas d'autres. Il y a certaines de mes démarches, par exemple des films comme Cœur bleu, Alitia, qu'on n'a pas montré ici parce il n'y avait que quelques séances, il fallait faire des choix. Et mais bon, s'il y a d'autres, oui, mais s'il y a des possibilités dans des festivals, par exemple, je pense qu'on pourra le montrer. Quoi. Tout est étant discret. Voilà, donc. Mais que dire, il y a des moments très étonnants au niveau des mélanges. Tout à fait. Là, alors, le film de Preminger, c'est l'un des tout premiers films en cinémascope, parce que le cinémascope, ça a été. Le premier film, c'est 1953. Donc là, c'est l'un des premiers, je ne sais pas combien c'est, mais c'est vraiment un des premiers. Et il y a autre chose aussi très drôle de le mépris. Fritz Lang dit le cinémascope, c'est bon pour filmer les serpents, les enterrements, mais le film est un cinémascope aussi. Donc ça, c'est comme perversion de Godard. Ah ouais, c'est vrai, oui. Et là, en plus, le Godard, c'est un vrai cinémascope. Parce que quand le cinémascope, ça a été inventé il y a très très longtemps, dans les années 1920, par un ingénieur français qui s'appelle Chrétien, et qui avait trouvé un système, si vous voulez, avec un objectif spécial qu'il avait inventé, d'anamorphose. Et donc, on avait réalisé, Claude Autant-Lara avait réalisé un court-métrage en cinémascope en 1927, je crois, au 28, muet. Et ce fameux ingénieur français a mis 25 ans pour trouver une production qui soit intéressée par son invention, et c'est la 20th Century Fox. Donc il a vendu la licence très cher, il a fait une très très bonne affaire, et il n'y avait que la 20th Century Fox qui avait le droit au monde de faire des films en cinémascope. Aucune autre production n'avait le droit, sauf il fallait négocier avec la Fox, donc payer très cher pour pouvoir faire un film en cinémascope. Alors les autres majors américaines ont trouvé d'autres systèmes dans les années qui ont suivi qui étaient exactement le même écran, sauf que ce n'était pas le procédé cinémascope.
Et il y avait même des procédés qui ont été trouvés à la fin des années 50 qui coûtaient pas cher. Les Russes aussi, qui nous panorama, les soviétiques, ont fait leur système aussi. Et par exemple, là, il y a eu des systèmes à la fin des années 50. Alors oui, là, ils filmaient, donc avec ils utilisaient la pellicule 35 mm que la moitié. Donc il y avait 2 images rien que dans un photogramme. Et ça revenait 2 fois moins cher de faire un film en scope. Par exemple, la plupart des films de la Nouvelle Vague, de Godard, de 2000, sont avec ce système-là. Ça coûtait moins cher qu'un film. Par exemple, Une femme est une femme de Godard, c'est pas du cinémascope, c'est un format 2,35 en scope, mais c'est un procédé pas cher. Donc, tous les films comme de Jacques Demy, Lola, ou de Truffaut, il y a des Truffaut qui ont le format cinémascope, mais ce n'est pas la licence cinémascope. Mais le résultat est pratiquement le même, sauf en cinémascope, la qualité est un peu meilleure. Voilà. Mais bon. Eh bien, merci. Et à une prochaine rétrospective à Lisbonne. J'espère et je vous souhaite de voir plein de beaux films ici, dans ce lieu magique. C'est important, très très important que des lieux comme ici existent, parce que c'est de plus en plus difficile de voir des films rares dans des bonnes conditions. Là, tout à l'heure je parlais, j'ai des amis qui sont des cinéastes qui habitent dans des pays où il n'y a pas de cinéma. Il y a 0 cinéma. C'est-à-dire que si vous aimez le cinéma, vous pouvez voir des DVD, vous pouvez voir sur Internet, mais vous ne pouvez pas voir les films sur un grand écran, dans des bonnes conditions. Et il y a beaucoup de pays où c'est comme ça. Et donc, vous avez la chance d'avoir un outil merveilleux, parce que c'est rare, dans certaines parties du monde, c'est rare. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la, comment dire, oui, voilà. Voilà, il y a des personnes qui regardent des films sur leur téléphone. C'est pas bon. Ah non, c'est mieux ici, ça c'est sûr. C'est bon, c'est très intéressant. Mon français, c'est pas bon. Mais je comprends très bien, non. Je ne parle pas, pardon. Comment on dit en français? C'était très intéressant. Merci. La présentation des images de films. Oui. Ça devient. Il y a des moments, c'est presque de la peinture, quoi. C'est une acte. Et je n'avais pas cet art. De voir seulement. Oui. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Obrigado.